à tous. Trouver un logement décent à un prix raisonnable en Israël relève presque de l'utopie, encore plus pour les étudiants ou bien les jeunes avec des revenus modestes. En Israël, le prix des loyers a augmenté de 60% en 6 ans, 72% de hausse à Tel Aviv. Les conditions de logement se dégradent dans tout le pays et les salaires ne progressent pas. Lors des dernières élections, la hausse des prix a occupé une grande place dans le débat public. En effet, la situation économique des Israéliens était au centre des campagnes, car ce qui préoccupe les citoyens désormais, ce n'est pas la prochaine guerre à Gaza, ni l'occupation de la Cisjordanie ou bien les menaces que font planer le Hezbollah libanais, mais surtout la hausse du coût de la vie, la difficulté de trouver un logement et le poids des monopoles économiques. Je vous propose de regarder quelques chiffres. Malgré les bons indicateurs macroéconomiques, une croissance supérieure à 3%, un taux de chômage de moins de 6% et des découvertes technologiques remarquées, Israël voit aussi sa société s'appauvrir et l'écart entre les plus pauvres et les plus riches se creuse. La pauvreté touche en Israël une famille sur 5. Alors pourquoi l'immobilier est-il aussi cher en Israël? Y a-t-il des gens qui se battent pour changer les choses? Est-ce qu'on peut malgré tout un jour devenir propriétaire? Nous essaierons de répondre à toutes ces interrogations avec nos invités. Lionel Friedfeld, bonjour. Vous êtes analyste financier. Auriel Boubli, bonjour. Vous êtes avocat. Et puis vous, Marie Semelin, bonjour. Vous avez enquêté sur ce dossier. Merci à vous tous d'être là aujourd'hui. Puis Marianne Bougrain est devant son ordinateur. Vous pouvez lui envoyer vos questions sur le hashtag i24 midi. Ensemble, vous le savez, j'adore vous lire, n'hésitez pas. Elle interviendra en direct tout au long de cette émission. Alors surtout, restez avec nous car le programme est chargé. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons demandé à Lise Barenbaum de nous faire une présentation de la situation de l'immobilier en Israël. Les salaires ne suivent pas, le prix des loyers grimpe. Et je ne vous parle même pas des prix à l'achat. Les spécialistes comparent les prix des appartements à Tel Aviv à ceux de Londres ou de Paris. Regardez. C'est un débat qui a agité les élections législatives en Israël. La crise du logement est palpable. Les Israéliens parviennent difficilement à payer leur loyer et encore moins à devenir propriétaires. Lorsque vous travaillez, même si vous pouvez économiser 700 ou 800 euros par mois, ce n'est pas suffisant pour avoir un capital et pour pouvoir acheter une maison. Donc sans l'aide des parents, ce n'est même pas possible de penser à acheter. Et pourtant, des dizaines de milliers de logements manquent pour satisfaire les besoins d'une population à la démographie très dynamique, renforcée par l'immigration. Entre 2008 et fin 2013, les prix de l'immobilier ont bondi de 55% et les prix à la location de 30%, alors que les salaires ont stagné. Un Israélien doit aujourd'hui aligner 148 salaires mensuels pour devenir propriétaire. En France, ce chiffre est de 76 et de 64 au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas. Tel Aviv est emblématique de cette hausse des prix. Il faut débourser en moyenne 650 000 euros pour un 4 pièces contre 430 000 euros à Jérusalem. Les étrangers achètent en masse, même si l'invasion française à Tel Aviv ne concerne que 10% des appartements. Début mars, des manifestants ont posé leur tente dans le centre de Tel Aviv pour demander des réformes du marché immobilier. Est-ce qu'ils souhaitent que l'idée sioniste disparaisse seulement parce que c'est trop cher ? Ils doivent commencer à résoudre les problèmes. Nous voulons un changement immédiat des prix des logements. La part de salaire consacrée au loyer est passée en moyenne de 29 à 38% en 5 ans. Une augmentation si sévère qu'elle a contraint de nombreux ménages à couper drastiquement dans d'autres dépenses pour éviter de perdre leur logement. Les prix du logement ont explosé depuis 2008. En réalité, entre 2000 et 2007, ils avaient baissé. Et il n'y a pas eu de changement démographique. Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'argent a été investi dans l'immobilier en 2008, suite à la chute des taux d'intérêt à cause de la crise économique mondiale. Autre gros problème, la bureaucratie monstre qui sévit en Israël. Une étude de l'Institut économique Taub, publiée fin 2014, révèle que la construction d'un immeuble résidentiel en Israël prend en moyenne 13 ans. 2 pour la construction, mais 11 pour la paperasse administrative. Aujourd'hui, c'est la ville de Beersheva qui a le vent en poupe. Avec 200 000 habitants, cette ville du sud d'Israël, à 55 minutes de Tel Aviv, est en plein développement. Le quartier de Ramoth, au nord de la ville, à proximité de l'université Ben Gurion et de l'hôpital Soroka, attire les familles et les investisseurs. Aux alentours, la municipalité a pu acquérir un terrain d'une 40aine d'hectares dans l'intention d'y créer un vaste parc technologique ultramoderne où il est prévu d'y installer 180 000 m² de bureaux.
Alors Lionel, pour les Israéliens, quelle part occupe justement le loyer dans les dépenses des ménages? Alors évidemment, selon le Bureau central de la statistique, en 2014, quasiment 40%, c'est le premier poste. Nous voyons notamment les transports, l'alimentaire quasiment 30% et l'alimentaire de 15%. Mais comme a été mentionné dans le reportage, qui est intéressant de voir, c'est surtout à l'achat, il faut près de 150, on va dire, salaires à un Israélien pour acheter un logement. À titre de comparaison, on parle quasiment de 75 salaires pour la France et de 65 salaires pour un Américain ou un Anglais. On peut dire qu'il y a une disparité sur le marché en fait israélien, que ce soit de Haïfa, Jérusalem, Tel Aviv, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Évidemment, il y a une bulle à Tel Aviv, à cause notamment de la dysfonctionnement entre l'offre et la demande. La demande, forcément, elle est boostée par l'alia notamment des communautés internationales, que ce soit les Français, mais pas seulement, également les Russes. Il y a notamment une dernière tendance, les Russes milliardaires qui achètent des appartements et des villas à Tel Aviv. La semaine dernière encore, Valérie, vous le savez, Abramovich, le célèbre propriétaire de Chelsea, a acheté pour 35 millions d'euros un appartement, une villa, enfin une résidence privée à Tel Aviv. Absolument, dans le quartier Neve Tzedek d'ailleurs. Alors justement Marie, comment les gens font-ils pour être aussi pauvres? Alors en même temps, on vient de le dire, il y a un immobilier de luxe qui continue à se développer avec notamment cette fameuse tour Meir de Rothschild où Madonna, la célèbre chanteuse, a acheté un appartement le mois dernier à 20 millions de dollars. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a finalement un immobilier à deux vitesses ici en Israël? Alors oui, c'est quelque chose qu'on peut dire. Il faut savoir que le salaire médian en Israël, c'est 1 500 € brut. Ça veut dire qu'il y a 50% de la population qui gagne plus que ça et 50% de la population israélienne qui gagne moins de 1 500 € brut par mois, ce qui n'est pas un revenu très élevé. Alors souvent, c'est effectivement les investisseurs étrangers qui sont pointés du doigt pour l'augmentation des prix de l'immobilier, ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce qui est faux au sens où ils ne sont pas si nombreux que ça n'est pas la majorité des transactions, mais ce qui est vrai dans le sens où les promoteurs, parce que ce sont de bons acheteurs, construisent des projets pour eux sur mesure, dans des lieux, par exemple la vieille ville de Jérusalem ou en front de mer à Tel Aviv, et ce qui évidemment ne sont pas des biens qui sont accessibles à la classe moyenne. Alors justement, Auriel, vous êtes avocat, la situation ici en Israël n'est pas toujours stable. Est-ce que finalement ça joue sur les transactions immobilières? Ce qu'on a vu, que malgré ce qui s'est passé l'été dernier en Israël, et la guerre de Tzuk Eitan, il n'y a eu pratiquement aucun changement, aucune baisse de prix de le marché immobilier israélien. On l'a vu l'année dernière pendant la guerre de Gaza, justement, il y a une baisse drastique du tourisme. Qu'en est-il de l'immobilier? Oui, il y a une baisse drastique du tourisme, mais malgré ça, peut-être le mois de juillet et le mois d'août, il y a une sorte de pause. Mais le mois de septembre, le mois d'octobre, on a vu que l'immobilier a continué à évoluer et continué à marcher. Et à part ça, il y avait une sorte aussi de solidarité. Des investisseurs étrangers qui veulent avoir un pied à terre en Israël après ce qui s'est passé à Hyper Cacher, après ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, et ça influence pas du tout le marché immobilier. Alors les prix à Ashdod par exemple et à Ashkelon, Lionel, qui sont très près de la bande de Gaza, est-ce qu'ils ont changé? Alors ils n'ont pas changé. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme vient d'être mentionné, il y a un impact limité en fait des conflits, des guerres, notamment sur l'économie israélienne, mais également sur le marché immobilier. Donc ça veut dire que pendant les périodes de conflit avec Gaza, il n'y a pas de transactions, ou les transactions s'arrêtent, mais dès que le conflit s'arrête, les transactions repartent. Deuxième indicateur intéressant, il faut savoir que les sociétés immobilières, le Tel Aviv 15 Real Estate, donc l'indice de la bourse de Tel Aviv, qui cote les 15 plus grandes sociétés d'immobilière israéliennes, a pris plus de 27% depuis le début de l'année. Donc ça peut répondre à votre question. Allez, je propose aussi de rencontrer Sandrine Ouri-Aharon. Elle est gestionnaire en portefeuille. Elle nous explique comment il faut appréhender un investissement immobilier. Est-ce pour une habitation principale ou bien pour générer un revenu? Ça n'est pas la même démarche. Regardez. Sandrine Ouri-Aharon, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir dans vos locaux ici à Artilia. Donc vous êtes CEO et partenaire de Sandor Investment, c'est-à-dire que vous êtes gestionnaire en portefeuille. Alors expliquez-moi en quoi consiste votre travail. Alors mon travail en fait consiste à ce que des personnes comme vous ou comme d'autres personnes qui ont un petit peu d'argent à leur banque souhaitent avoir un rendement un peu plus élevé que ce qu'ils peuvent obtenir à la banque. Donc en fait, ils viennent me voir, ils me disent voilà, nous avons tel montant dans notre compte en banque, on souhaiterait le faire fructifier. Vous investissez dans l'immobilier ici en Israël? Alors, forcément, on est obligé de parler de l'immobilier quand on reçoit nos clients, puisque c'est le sujet le plus chaud en Israël. Donc, effectivement, on les accompagne aussi dans tout ce qui est démarche, achat d'appartements. On n'est pas agent immobilier, mais on va les accompagner auprès de personnes en qui on a confiance. On va leur monter le crédit, s'ils ont besoin d'un crédit. Souvent, aujourd'hui,
parce que les taux d'intérêt sont extrêmement bas en Israël. On a un taux directeur de 0,1%, donc c'est les taux les plus bas qu'il y a jamais eu en Israël. Donc effectivement, c'est intéressant de laisser son argent à la banque, investi, et de prendre un crédit à la banque. Donc les intérêts qu'on va toucher sur l'argent investi vont largement payer le crédit. Et à ce moment-là, on les aide, on les accompagne. Comment vous percevez le marché immobilier en ce moment en Israël ? Alors, en fait, le marché immobilier, à mon avis, est en train d'un petit peu changer. Dans le sens où, jusqu'à aujourd'hui, si je parle uniquement des achats des clients étrangers, donc qui représentent quand même 30% du marché immobilier en Israël, je ressens, moi, en tant que je rencontre beaucoup de monde, que le marché est en train d'un petit peu changer dans le sens où les gens ne vont plus simplement acheter un appartement pour si demain il se passe quelque chose, mais ils vont acheter un appartement pour investir. Donc même les chiffres qui sont sortis, il y a 45% de l'immobilier qui a été acheté par des étrangers qui est pour l'investissement. Vous voulez dire que ce n'est pas la même démarche, en fait, d'acheter pour habiter ou ne pas habiter ? Absolument. Absolument. Donc ces derniers mois, j'ai énormément de demandes de clients qui me disent on souhaite acheter un petit appartement pour le louer. Vous parlez de Tel Aviv ou bien vous parlez de tout Israël ? Alors, je parle de tout Israël. Donnez-nous des bons plans. Où faut-il acheter, Sandrine Ory-Aharon ? Alors évidemment, tout le monde voudrait acheter à Tel Aviv un 4 pièces, 100 mètres carrés à 2 millions de shekels, mais bon, ça c'est plus possible. C'est la légende. En fait, voilà. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a des petits appartements qui sont en train d'être construits sur Tel Aviv. Il y a des nouveaux projets de grands promoteurs immobiliers où ils construisent des 40, 50, 60 mètres carrés pour atteindre les à peu près 2 millions de shekels, 2,5 millions de shekels. Donc là, c'est juste pour les clients qui recherchent pour investir. Donc c'est sur Tel Aviv. Ou sinon, les gens recherchent ailleurs. Ça peut être Beersheva à côté de l'université, ça peut être Haïfa à côté de l'université. Donc des endroits stratégiques. Ce sont des villes en hausse, Haïfa et Beersheva ? Tout à fait. Pourquoi ? À cause des universités ? Absolument. Parce que justement, il y a de plus en plus de gens qui recherchent à acheter pour simplement louer et pour avoir des rendements. Donc effectivement, aujourd'hui à Beersheva, ça devient compliqué de trouver un appartement dans des prix 800 000 shekels, ce qui était courant il y a quelques années. Aujourd'hui, on ne trouve plus. Il y a eu une hausse des prix comme ça, drastique, en si peu de temps. Oui. Oui. Quel pourcentage ? Alors, on sait que sur 6 ans, on a un indice des sociétés immobilières à la bourse de Tel Aviv qui a pris 140%. En comparaison, l'indice de la bourse de Tel Aviv a pris 40%. Donc c'est énorme. Donc tout ce qui est marché immobilier en Israël, ça a flambé de façon à Jérusalem aussi astronomique. À Jérusalem aussi, à Ra'anana, à Ashdod, partout où les Français ou les étrangers. Parce qu'il n'y a pas que les Français, les Américains achètent beaucoup à Jérusalem. Achètent beaucoup à Ra'anana. Et c'est vrai que les Israéliens s'en plaignent parce qu'eux ont un pouvoir d'achat qui est très bas. Ils ne peuvent pas s'acheter justement d'appartements en Israël. Donc il y a, là, quand on a eu les élections, c'est le mois dernier en Israël, il y a eu un débat entre la gauche et Netanyahou. En fait, la gauche disait qu'il faut absolument lutter contre l'augmentation des prix. Alors, c'est un débat qui est ouvert. Y a-t-il moyen de lutter contre l'augmentation des prix ? Vous pensez que les Français qui vont venir justement faire leur aliyah massive, ils ont conscience de ce coût de la vie très cher comme ça en Israël ? Je pense qu'aujourd'hui, oui. Je pense que oui. Les gens viennent en vacances. Les Français que je rencontre me disent « Oh là là, c'est devenu très cher en Israël, c'est plus que c'était ». Donc je pense que oui. Alors pour les gens qui nous regardent justement, malgré cette baisse de l'euro, moins 20%, est-ce que vous leur conseillez quand même d'investir dans l'immobilier ? Ça reste un bon secteur. Je pense qu'aujourd'hui, il faut juste être beaucoup plus vigilant du produit, de bien vérifier quel produit on achète et quel est le but de l'achat. Si on achète pour vivre, c'est une chose. Si on achète pour investir, avoir du rendement, c'est autre chose. Donc c'est pour ça qu'on est là. Oui. Et pour aider nos clients à prendre la bonne décision. En tous les cas, la bonne nouvelle, c'est les taux d'immobilier qui sont justement très bas. Oui, tout à fait. Les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Donc en fait, aujourd'hui, si vous voulez prendre un crédit, vous avez des taux qui sont historiquement les plus bas qu'il y ait jamais eu en Israël. Donc vous pouvez financer votre crédit, très bon marché. Merci beaucoup Sandrine Ory-Aharon de nous avoir reçus aujourd'hui. À bientôt. Merci. Alors une réaction Lionel rapide sur ce qu'on vient de voir ? Tout simplement 2 points. On se rend compte qu'Israël est une valeur refuge, notamment pour la diaspora internationale qui achète notamment pour louer, mais également pour vivre. Et deuxièmement, il y a eu les affaires Open Sky, c'est-à-dire envers tous les low cost, EasyJet, Transavia qui arrivent notamment en Israël et qui facilitent en fait l'accès au marché israélien. Donc les gens veulent acheter un bien en Israël. Allez, je vous propose aussi de retrouver Marianne devant son ordinateur. Marianne, des réactions, des questions et elles sont nombreuses. Oui, effectivement, Valérie, bonjour. Alors, Hervé de Toulouse aimerait l'avis de l'avocat qui se trouve en plateau avec vous, maître Auriel Boubli, sur une situation très concrète.
Il a 110 000 euros d'apport, il vit avec 2 enfants, il aimerait venir acheter ici, il se demande s'il peut et si oui, où exactement. Alors Auriel. C'est une excellente question. Il faut savoir que la Banque d'Israël impose avoir un apport de 50%. Ce qui veut dire que s'il a 110 000 euros, c'est l'équivalent de 450 000 shekels, il pourra acheter un appartement jusqu'à 900 000 shekels. Et il devrait prendre en compte entre 5 et 6% de frais, de taxes d'acquisition, frais d'enregistrement, etc. Lionel Friedfeld, merci de votre expertise aujourd'hui. Restez avec nous car Midi Ensemble spécial immobilier, ça continue. Midi Ensemble, j'ai le plaisir d'accueillir Mickaël Gabay. Mickaël, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes conseiller financier. On parle aujourd'hui de l'immobilier en Israël qui est cher, mais le coût de la vie est élevé aussi et correspond à celui que l'on connaît en Europe, Tel Aviv. Les cafés et les restaurants sont même parfois plus chers qu'à Paris. Je vous propose de visionner le reportage que vous avez réalisé, Marie Semelin. Devenir propriétaire, c'est pas pour tout le monde. Quant à la location, c'est également hors de prix. Les prix donc explosent et dans le même temps, eh bien, la plus grande manifestation sociale a eu lieu dans le pays en 2011. Cette révolte sociale a démarré dans la rue. Pendant 2 mois, des manifestants ont réclamé la baisse des prix, des loyers et du coût de la vie en général. Cela a agité les principales villes israéliennes. Plus d'1 million de contestataires se sont rassemblés. L'ampleur de ce mouvement social spontané a secoué la classe politique qui a dû se pencher sur ce problème et ne plus s'intéresser seulement aux sécuritaires. C'était l'été de la révolte des tentes. Regardez. Il y a un mois, pour protester contre le prix des loyers à Tel Aviv, Shai Cohen dormait là. Tout d'abord, bienvenue sur le boulevard Rothschild où nous avions installé nos maisons, ou plutôt nos tentes, pour quelque chose comme 1 semaine le mois dernier. Cet endroit, ça a été le lieu de grosses manifestations en 2011 et cette année, on a essayé une nouvelle fois d'amener ce sujet sur le devant de la scène. 2011 a été très important et nous avons essayé d'utiliser ce symbole pour qu'on parle de cette problématique pendant les dernières élections. Il vient de fêter ses 40 ans et c'est pour son anniversaire qu'il a posé sa tente ici pour dire publiquement qu'il ne peut pas se payer d'appartement. Je suis juste un homme de 40 ans comme un autre qui essaie de faire tout ce qu'il doit faire. Je travaille, je paye mes impôts, je suis réserviste dans l'armée et pourtant, malgré tout, quand ça touche au logement, je n'ai pas accès à ce que je devrais avoir. Il y a 4 ans, il faisait partie des quelques 300 000 personnes à Tel Aviv et ailleurs qui ont participé à ce qui fut baptisé la révolte des tentes. Cette année, le mouvement n'a pas pris, mais le problème est toujours là. À 20h30, après leur travail, Samuel et Sarah nous ouvrent leurs portes. On habite là, c'est notre petite maison. J'ai mes 3 filles qui dorment là, alors on va faire ça pas trop bruyant. C'est une toute petite cuisine, alors c'est pas très facile, il n'y a pas beaucoup de rangement et le frigidaire il est dehors. Alors ça aussi c'est pas très facile parce que comme vous voyez c'est super petit, on fait le tour entre comme ça. Alors ça y est, on veut aussi être un peu plus à l'aise, ça c'est un. Et deuxième chose aussi, on en a marre de payer le loyer tous les mois, quoi. C'est 5 500 shekels par mois. C'est dommage de le donner à quelqu'un d'autre au lieu de le donner à mes filles plus tard, quoi. Ils veulent acheter pour eux et leurs 3 filles, mais même avec 2 emplois à plein temps et l'aide financière de leurs parents, leur budget ne leur permet pas d'accéder pour l'instant à la propriété. Nous, on avait la chance d'avoir de nos 2 côtés des parents qui peuvent nous aider. Alors on se disait peut-être qu'on était on sortait du lot, quoi. Mais en fait, on se rend compte que même quand on sort du lot et qu'on a de l'aide des 2 côtés, acheter à Tel Aviv, c'est devenu complètement de la folie. C'est-à-dire que c'est même à la limite... C'est même pas que à Tel Aviv, c'est même en banlieue de Tel Aviv. Ça devient ridicule. Impossible. Ça veut dire qu'on nous a demandé 2 millions pour un appartement de 60 mètres carrés à Bitsaron, c'est un quartier à périphérie de Tel Aviv. On s'est dit ça devient plus cher que Paris ou Londres. Ils espèrent que la nouvelle coalition gouvernementale va s'attaquer au problème, même si personne ne sait à quoi s'attendre. Tous mes copines, tout le monde, tous les gens qui m'entourent, tout le monde cherche à acheter, mais personne n'achète. Et tout le monde, ils sont comme ça en attente pour voir qu'est-ce qui se passe, comme s'il va y avoir quelque chose, parce qu'il y avait les élections maintenant et personne n'est sûr est-ce que ça va descendre ou pas. Peut-être
les gens, quelqu'un au gouvernement, il va se rendre compte qu'il y a un problème, il y a un véritable problème, que des gens aujourd'hui, ils n'arrivent pas à mettre rien de côté, même pas un shekel de côté pour un appartement. Nous, on n'arrive pas, quoi. On vit vraiment sur la limite tous les mois, on est comme ça et c'est tout. S'ajoute à cela ce qu'ils voient comme un double standard de la part du gouvernement. La question de tout l'argent qui est passé aussi dans les colonies, ça fait bondir les gens en Israël parce qu'on voit qu'on n'a pas les moyens de s'acheter des appartements pendant que dans les hautes sphères de l'extrême droite en Israël, on distribue des appartements à ceux qui... aux religieux ou aux colonies. Et sur le boulevard Rothschild, pour Shai Cohen, c'est l'orientation économique d'Israël qui doit changer. Le gouvernement israélien ces dernières décennies a choisi d'aller dans une direction bien spécifique, vers une approche très néolibérale de la société. Quand on lui demande pourquoi il se bat, la réponse est simple. Mon petit garçon, Adam, vient d'avoir 9 mois cette semaine et j'espère qu'il habitera ici. Si les choses ne changent pas profondément, les jeunes qui grandissent ici ne vont pas continuer de vivre ici. Les frontières sont ouvertes pour nous aujourd'hui. On arrive à trouver de meilleurs boulots et à vivre mieux ailleurs. Donc si on n'arrive pas à changer la manière dont les choses fonctionnent, alors la nouvelle génération va partir. Et c'est pour ça que je m'investis. Je veux que mon fils vive ici et pour que ce soit le cas, les choses doivent s'améliorer. Tous sont dans l'expectative et attendent avec impatience la formation d'une nouvelle coalition pour savoir si enfin le gouvernement va se saisir de la question. Alors nous sommes donc en 2015. Depuis 2011, Marie Semelin, rien n'a été fait. Benyamin Netanyahou a donc été réélu en tant que Premier ministre. Est-ce que vous pensez vraiment que quelque chose va changer ou bien finalement cette génération-là, c'est une génération sacrifiée? Effectivement, il n'y a pas de raison concrètement que le gouvernement s'en empare parce que tout le monde a parlé pendant les dernières élections du fait que les questions socio-économiques prenaient beaucoup d'importance. Bon, de fait, Benyamin Netanyahou a été réélu, qui n'a pas du tout fait sa campagne sur cette question, qu'il a plutôt faite sur les menaces extérieures d'Israël. Donc on n'est pas du tout là-dessus. Néanmoins, beaucoup d'analystes disent que 2011 a profondément marqué la société israélienne et que les Israéliens sont beaucoup plus au fait qu'avant de ces réalités-là. Et que ce n'est pas une question qui pourra échapper au gouvernement pendant longtemps. D'accord. Alors tout de suite, on va retrouver Marianne sur Internet. Les questions fusent, Marianne. En effet, Valérie. Alors, Elsa Clermont-Ferrand se demande ce qui est devenu ce rêve socialiste israélien. Comment a-t-on fait pour passer d'un idéal collectiviste à aujourd'hui ? Alors, Michael Gabaye, votre explication, c'est vrai que ça a bien changé. Hein. L'explication, elle est plutôt simple. C'est la faillite du socialisme dans le monde entier. Israël n'est pas étrangère à tout ça. C'est un modèle qui ne marche que vraiment dans des périodes avec il faut un idéal extrêmement fort qui est contre la nature profonde de l'homme pour arriver au socialisme. Et l'homme n'y arrive pas. Le problème d'Israël, en fait, c'est pas tellement le néolibéralisme israélien. Le problème, c'est qu'on est dans une société qui se veut libéraliste, mais qui, d'un autre côté, a un passé extrêmement socialiste. On pense au protectionnisme sur certains corps de métier, on pense au cartel, il y a plein de choses qui sont en fait des héritages de toute cette période socialiste qui font que ça grince au niveau du néolibéralisme. Mais il y a des gens aujourd'hui, comme Carlon qui va passer au gouvernement. Il n'est pas du Likoud, mais bon, c'est pareil. On savait qu'il serait là, on savait. Et c'est quelqu'un qui met, oui, comme cheval de bataille, justement, de casser les monopoles. On peut penser à Naftali Bennett qui baisse les taxes sur les importations. On a vu il n'y a pas longtemps l'arrivée de nouveaux fromages en Israël. C'est assez, comment on appelle ça, c'est un symbole. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, s'il faut, c'est casser les derniers niches socialistes, protectionnistes, pour justement pouvoir profiter pleinement du néolibéralisme. Alors justement, Marie, est-ce que vous pouvez nous donner des clés de comparaison ? Alors, je ne serais pas forcément d'accord sur votre analyse sur c'est parce qu'il y a des restes du socialisme que beaucoup de gens en Israël ont du mal à se loger, mais c'est une autre question. Alors moi, ce que je voulais faire, c'est vous donner des chiffres concrets. Quand on dit la vie en Israël, ça coûte cher, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Le fameux indice Big Mac, dont on parle régulièrement, la Deutsche Bank qui tous les ans compare des prix des objets de la vie quotidienne pour qu'on ait une idée. Vous voyez, Israël, 4,45 $, c'est en dollars, c'est le même prix que la France, alors que les revenus sont beaucoup plus bas. Et si, de manière un petit peu plus sérieuse, on compare le coût de la vie à Tel Aviv avec d'autres villes européennes, eh bien là, on est dans la même gamme de prix. Évidemment, moins cher que Londres, qui reste la capitale la plus chère, moins cher que Paris, mais plus cher que les capitales pauvres, entre guillemets, d'Europe, comme Berlin, Madrid ou Lisbonne. Et si
on s'intéresse aux autres villes parce que beaucoup de gens disent Tel Aviv, et c'est ce dont on parlait à l'instant aussi, Tel Aviv, on va dire, concentre toutes les richesses et toutes les pauvretés, et le reste d'Israël, c'est beaucoup plus facile d'accéder au logement, par exemple. Eh bien, si on regarde Ashkelon, donc petite ville côtière située au nord de la bande de Gaza, dont vous avez parlé tout à l'heure, eh bien, ça n'est pas si peu cher, même si nous en parlions avec Michael Gabay, vous n'avez pas du tout la même analyse, mais a priori... Cette émission est là pour ça. Voilà, il y a beaucoup de contradictions sur les chiffres de l'immobilier. Ce serait la même chose que par exemple Marseille ou Berlin, qui ne sont pas des villes très très chères, mais qui restent quand même des villes en Europe où il faut un certain niveau de vie. Encore une fois, tous ces indices de comparaison sont extrêmement compliqués parce qu'il y a plein de facteurs qui ne sont pas pris en cause, qui ne sont pas pris en compte. L'immobilier, par exemple, si on prend Madrid, où on a vu, c'est les capitales, effectivement, les capitales pauvres sont des pays qui sont en crise. Berlin, c'est très spécifique, puisqu'en Allemagne, il y a un énorme, comment on appelle ça, logement social, c'est-à-dire que c'est extrêmement dépendu sur le modèle d'Amsterdam ou de la Hollande. Mais en Allemagne, vous avez des secteurs, des facteurs de coûts que vous n'avez pas en Israël. On ne peut pas rentrer dans la spécificité de l'Allemagne en termes de normes, de mise à normes, etc. Le coût de la vie en Allemagne est extrêmement cher sur d'autres points. Au niveau des taxes, ils sont extrêmement taxés, etc. Donc c'est très difficile de faire des comparaisons de manière objective. Maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est qu'en Israël, on peut le dire, deux pays. Vous avez Tel Aviv d'un côté et vous avez le reste d'Israël de l'autre. C'est deux pays différents. Et ce sont deux pays différents. Et aujourd'hui, accéder à la propriété en Israël, c'est sûr qu'à Tel Aviv, ça demande énormément de moyens, mais parce qu'il y a énormément de demandes. Oui, en tout cas, il y a beaucoup de gens ici qui possèdent des résidences secondaires, mais dans la société israélienne, c'est une idée très répandue de penser que c'est aussi ça qui fait augmenter le prix de l'immobilier. Est-ce que c'est vrai, Uriel ? Les résidences secondaires en Israël, c'est plus des investisseurs qui investissent dans des résidences secondaires. C'est plus des investisseurs étrangers qui viennent en Israël pour investir, ou des personnes de certain âge qui ont la cinquantaine, soixantaine d'années. Mais ce n'est pas ça qui fait augmenter le prix du marché immobilier. En tous les cas, pour ces appartements inoccupés, on a parlé d'une taxe que le propriétaire va devoir payer pour les dissuader de les laisser vite. Est-ce que c'est vrai ça, Michael Gabay ? Les taxes, elles sont à deux niveaux. Il y a d'abord la taxe à l'achat. À partir du moment où on n'est pas résident israélien, la taxe d'achat d'acquisition, elle est au maximum et sans les différentes tranches d'abattement dont peuvent profiter les Israéliens. Et à la mairie de Jérusalem et la mairie de Tel Aviv, ça a été voté en 2014, mis en application en 2015. On parle d'une Arnona qui est entre... Arnona, c'est la taxe d'habitation. La taxe d'habitation qui serait autour de 50 € par mois par mètre carré. Pour donner un exemple, un appartement de 100 mètres carrés paierait quelque chose comme 5 000 € de taxe d'habitation par an. Si ils n'arrivent pas à prouver que l'appartement n'est pas utilisé plus de 3 mois dans l'année. Après, ils calculent par rapport à l'électricité ou par rapport au débit d'eau. Mais enfin, on a l'impression, Michael Gabay, que Israël, c'est devenu comme les États-Unis. Le gouvernement n'intervient sur rien. Et c'est pas plus mal. Et le problème, c'est que le gouvernement intervient sur trop de choses au mauvais endroit. Si l'économie se travaillait de manière comment on appelle ça, efficace, sans trop d'interventionnisme, c'est pas plus d'interventionnisme qui va régler les choses. Ce qui règle les choses, c'est moins d'interventionnisme. On peut prendre par exemple, je sais pas, pour nos auditeurs étrangers. Marie, vous vouliez dire quelque chose ? Alors juste, c'est une séquence que nous n'avons pas mis dans le reportage, mais dans ce couple que vous avez pu rencontrer, Sarah et Samuel, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'eux ne comprenaient pas que par exemple le gouvernement israélien accepte que des gens qui sont déjà propriétaires de 4 ou 5 appartements puissent accéder sans pénalité, entre guillemets, de nouveau à la propriété, alors que eux, jeunes couples de la classe moyenne, n'y ont pas accès. Pourquoi sans pénalité ? C'est vrai ça, Uriel ? Attendez, juste une minute. C'est pas sans pénalité. Ils n'ont pas les avantages en termes de prêts qu'ont les gens qui n'ont pas d'appartement. Ils payent des taxes d'achat qui sont extrêmement beaucoup plus élevées. On parle pas des étrangers, on parle non, je parle des Israéliens. Un Israélien qui est en 2e propriété, ou 3e ou 4e, il n'a pas les abattements puisqu'on rajoute la somme totale de son parc immobilier. On va laisser Uriel répondre. Je suis tout à fait d'accord. Sur un Israélien qui achète un 2e appartement en Israël, il va être financement, il pourra se recevoir que sur 50% et pas sur 70%. Et à part ça, la taxe d'acquisition, elle va être à partir de 5% jusqu'à un maximum de 10%. Justement, Uriel, alors comment fait-on concrètement en Israël pour acheter un bien ? C'est comme en France ? C'est pas évident. On l'a vu, il faut déjà beaucoup d'argent. Il faut savoir que le système israélien et le système français, c'est pas du tout le même. D'abord, dans le système français, c'est le notaire qui s'occupe des transactions immobilières, et en Israël, c'est les avocats. À part ça, en France, on a l'habitude d'avoir la promesse de vente. Oui. En Israël, il n'y a pas de promesse de vente. Il y a un contrat, et dans ce contrat-là, il y a toutes les conditions qui vont être définir, ce qui veut dire les échéances de paiement, la remise des clés, le crédit. Et c'est pour ça que c'est très important d'avance, vérifier bien et savoir si vous allez recevoir votre crédit, si vous allez avoir un accord de principe de la banque. Parce que si après, ce que vous allez signer le contrat, il y a un problème, vous n'arrivez pas à financer, c'est l'acheteur qui va être en tort
et qui risque d'avoir des pénalités parce qu'il ne va pas respecter son contrat. Oui, alors justement, l'avocat fait aussi office de notaire en Israël, c'est bien ça? Pour être un notaire en Israël, il faut être 10 ans avocat. C'est pas du tout comme en France. Ce qui veut dire, le notaire en Israël, ce qu'il fait, c'est certifier des procurations pour les banques, mais c'est pas du tout le même rôle. Bon, alors je vous propose aussi de parler des locations d'appartements. Les prix ont monté en flèche au cours de ces dernières années. Selon les chiffres publiés par le ministère du Logement qui enregistre une hausse de 60% en 6 ans. Un grand nombre de familles affirment ne plus pouvoir assumer le coût du logement dans la plupart des grandes villes du pays, notamment à Tel Aviv. Le prix moyen d'une location d'un 2 à 3 pièces avoisine les 5 000 shekels par mois. Et pour un 4 à 5 pièces, les Israéliens payent en moyenne 8 200 shekels dans la ville blanche. Est-ce que c'est pareil dans toutes les villes du pays, Michael Gabaï? Non, il y a une grande disparité. C'est-à-dire qu'entre la première place qui est Tel Aviv et la deuxième place qui est la région du Sharon, c'est-à-dire Ra'anana, Herzliya, etc., il y a un écart déjà de près de 50%. Enfin, autour des 30% d'écart, ça dépend si on le prend d'en haut ou d'en bas. Et vous avez un écart quasiment du simple au double entre une ville comme Haïfa ou les alentours de Haïfa et Tel Aviv. Ça veut dire que, encore une fois, mais de manière paradoxale, la location à Tel Aviv est moins chère en proportion par rapport à la location ailleurs. C'est-à-dire que le rendement sur un appartement à Tel Aviv est tout bas par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Donc, petit conseil aux investisseurs, si c'est pour un investissement, il ne faut pas acheter à Tel Aviv. Mais encore une fois, c'est vrai que la location est chère. Il n'y a plus d'affaires. La rentabilité, oui, bien sûr. Il n'y a plus d'affaires à faire à Tel Aviv. Très peu. Allez, merci beaucoup. Malheureusement, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a éclairé sur les mystères du marché de l'immobilier et sur les paradoxes de la société israélienne. Vous le savez, à Midi Ensemble, on adore décrypter. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire sur notre hashtag i24 Midi Ensemble.